Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce premier grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos de la saison. Bonjour Aurore Berger, bonjour. Merci d'être avec nous, c'est votre grand rendez-vous. Vous êtes ministre démissionnaire chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Vous êtes au cœur d'une situation inédite dans la Ve République, en tout cas sur un temps aussi long, celle d'un gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes, alors que depuis le 8 juillet dernier, la France attend la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par un nouveau Premier ministre. Les Français ont été excessivement nombreux à se déplacer aux urnes pour provoquer une alternance. Au retour de l'été, non seulement ils se retrouvent dans cette situation inédite, mais la France va mal, l'économie, la sécurité, l'antisémitisme, malgré deux parenthèses olympiques. Pour vous interroger avec moi ce matin, Christophe Jacubizine du journal Les Échos. Bonjour Christophe. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Aurore Berger, vous êtes une proche du président. A-t-il arrêté son choix et connaissez-vous celle ou celui qui irait à Matignon ? C'est le président qui le décidera et c'est le président qui le dira et l'annoncera. Vous imaginez bien que c'est un choix qui est extrêmement difficile, beaucoup plus difficile en vérité que tous les autres premiers ministres qu'il a eu à nommer. Déjà parce qu'on a fait un constat très clair, c'est que nous avons perdu les élections législatives et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, ce qui veut dire que le futur premier ministre ne peut pas être issu de nos rangs. On l'a dit, nous, immédiatement. Donc, il ne va pas nommer un proche à Matignon. Il va nommer quelqu'un qui doit pouvoir permettre, en effet, une alternance politique. Mais ça, c'est un dogme où, malgré 41% des Français qui placent en premier Gabriel Attal comme souhait de nouveau Premier ministre. Peut-être parce qu'il y a aussi la peur de qui pourrait être nommé et donc quelle autre politique pourrait être menée. Je crois qu'il y a aussi ça dans ce que disent les Français, parce qu'en fait, il y a plusieurs enseignements des élections législatives. Il y a à la fois une mobilisation extrêmement importante, très rassurante d'ailleurs pour la vie politique et démocratique de notre pays. Il y a les enseignements du 30 juin, le RN qui arrive largement en tête le 30 juin, et puis un front républicain qu'on disait moribond qui se remet en place au moment du 7 juillet. Donc au final, beaucoup de députés aussi qui ont été dans des duels, élus non pas pour, mais élus contre le Rassemblement national. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être très vigilant dans ceux qui disent on a gagné, notamment le nouveau Front populaire, la gauche qui aimerait faire croire à cette fable de « on a gagné ». Non, c'est le premier bloc aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, mais dans l'incapacité totale de s'élargir. Et la plupart des députés d'ailleurs de leur bloc ont été élus contre le Rassemblement national. Mais alors, Aurore Berger, on a du mal à comprendre. Vous dites que ce n'est pas quelqu'un qui doit être proche du président. Donc ça veut dire, parce que les Français, on est un peu perdus, ça veut dire que c'est quelqu'un de la gauche ou quelqu'un de la droite ? On a l'impression que chaque jour, un coup on a un PM possible de gauche, un coup on a un PM possible de droite. C'est pas la même chose quand même. Ministre. Non mais c'est sûr que c'est pas la même chose de manière assez évidente. Et d'ailleurs, quand moi souvent on me pose la question, puisque je suis à la fois ministre, et c'est toute la particularité de cette situation, j'ai été réélue députée, si vous êtes député demain, il va se passer quoi ? Est-ce que vous censurez ? Moi j'ai dit une règle simple. On a heureusement écarté le risque de la présence de la France insoumise dans un gouvernement, parce que là, il y avait une censure, pour moi, par principe, qui devait pouvoir exister, qui est on aura un nouveau Premier ministre qui prononcera ce qu'on appelle une déclaration de politique générale. Et c'est à l'aune de cette déclaration de politique générale qu'on jugera si ce Premier ministre peut avoir la confiance, le soutien des députés, y compris des députés du bloc central, ou s'il ne mérite pas cette confiance. C'est-à-dire que si on a un Premier ministre qui dit demain abrogation, on parlait de la loi anti-squat, abrogation et anti-squat, abrogation de la loi des retraites, abrogation de la loi immigration, ça, c'est dans le programme taxation du NFP. Il n'y a pas que le Rassemblement national. Vous avez mentionné, vous dites LFI au pouvoir, certainement pas. Mais diriez-vous, comme d'autres, le programme du NFP, certainement pas non plus. Ah mais ça c'est une certitude. Le programme du NFP aujourd'hui, c'est ce que je dis. Même sans participation des LFI. Taxation et abrogation. Vous disiez la France va mal. En vérité, sur un plan économique, heureusement, il y a des choses qui vont bien dans notre pays. 3 milliards de dettes, la dette, c'est un vrai sujet et on va en reparler. Parce que le budget qu'on aura à construire, le budget que le nouveau gouvernement aura à construire, sera sans doute le budget le plus difficile qu'on ait eu à construire dans un moment qui risque d'être plutôt un appel à la démagogie, au populisme. Ce qui est en général l'inverse des enjeux budgétaires que nous aurons. En revanche, sur la question de la maîtrise des prix et de l'inflation, sur la question de l'attractivité de notre pays, des investissements internationaux, sur la question de l'emploi, on est un pays qui va bien. Donc ça veut dire qu'on a justement des éléments économiques qu'il faut qu'on garde absolument. On a besoin de cette stabilité-là. Donc c'est sûr que si on rompait complètement
avec cette ligne économique, par à la fois une hausse massive de l'imposition, qu'elle soit sur les ménages, qu'elle soit sur les entreprises, avec la question de la hausse du SMIC, qui en vérité n'augmenterait pas le pouvoir d'achat des Français, mais qui continuerait à niveler par le bas, eh bien oui, c'est un gouvernement qui n'aurait pas notre soutien. Que veulent les Français, Aurore Berger? Nous avons Nicolas Sarkozy qui, dans le Figaro, disait « La France est de droite ». Nous avons des élections européennes qui ont montré que les Français ont voté Rassemblement national. Nous avons des élections législatives qui, avec effectivement les ajustements qui ont pu être faits entre les deux tours, ont voté plutôt Nouveau Front Populaire. Comment est-ce que vous y retrouvez là-dedans? Et est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec Nicolas Sarkozy qui dit que la France est de droite? En tout cas, elle n'est pas très à gauche. Bon, c'est une réponse. Non, mais moi, je ne crois pas à la fable qui est que les Français auraient souhaité, par ces élections législatives, nous forcer à une grande coalition. Les Français qui ont voté Rassemblement national espèrent le Rassemblement national au pouvoir. Les Français qui ont voté NFP espèrent la gauche au pouvoir. Les Français qui ont voté pour le bloc central espèrent que nous puissions rester. Mais nous sommes condamnés de facto par la composition de l'Assemblée nationale à faire en sorte que nous ne soyons pas chacun dans notre couloir, mais qu'on arrive à travailler ensemble. La question, c'est comment on arrive à travailler ensemble sans perdre des enjeux, pour moi, de stabilité économique et de cohérence politique. Parce qu'une grande coalition sans plus aucune cohérence politique, ça, pour moi, c'est une autoroute pour le Rassemblement national et ça n'est pas ce qu'on doit, évidemment, provoquer. On a la nécessité de partir des priorités des Français. Et là-dessus, on a tous entendu les mêmes messages pendant les élections législatives. La question des salaires, du pouvoir d'achat, la question du logement, la question des services publics et la question d'un régalien qui soit fort, notamment sur la question de la justice et de la justice pénale. Quand on vous écoute, on se dit, mais on n'est pas prêt d'avoir un gouvernement, ni même une majorité pour le soutenir, parce que vous dites des choses qui sont un peu irréconciliables, en tout cas aujourd'hui. Vous dites d'abord, les Français ne veulent pas de coalition. Il y a ceux qui sont très à droite, ceux qui sont très à gauche. Personne ne veut une coalition centrale. Et vous dites, le job du président de la République, c'est de trouver un gouvernement qui puisse constituer une coalition à l'Assemblée. Parce que malheureusement, c'est la réalité qui est face à nous. Les Français, quand ils votent aux élections législatives les 30 juin et 7 juillet, votent pour un député dans leur circonscription, votent pour un parti politique. Ils ne votent pas pour un patchwork. Il se trouve qu'à l'issue de ces élections législatives, c'est ça qu'on a obtenu. Mais ça veut dire que personne n'est en situation de majorité. Douloureux. Ça veut dire qu'on va avoir un gouvernement, il va être censuré, on en aura un autre, il sera encore censuré. On va faire ça combien de temps? On se dirige vers une 4e République dans la 5e. C'est la raison pour laquelle les mêmes qui disent c'est trop long, quand on regarde le niveau de contrainte qui pèse sur le choix du Premier ministre et ensuite sur la composition d'un gouvernement, non. Je ne crois pas que ce soit trop long, parce que l'enjeu de cette nomination, de ce nouveau Premier ministre, en quoi est-ce qu'il pourrait être accepté par une majorité, en tout cas pas refusé par une majorité à l'Assemblée nationale, et quelle est ensuite la cohérence politique de l'action qu'il va pouvoir mener. Donc le président préfère retarder ce crash test. En Espagne, les différentes coalitions, elles ont pris entre 2 et 4 mois. En Allemagne, entre 2 mois et demi et 5 mois et demi. En Allemagne, ça prend toujours plus de temps, vous le savez très bien. Et encore, je ne vous ai pas donné des exemples beaucoup plus longs en Belgique ou autres. Ouais. Donc nous, on n'est juste pas habitués dans notre culture politique, parce qu'on est habitué à avoir des majorités relatives mais larges, ou des majorités absolue, donc il n'y a pas d'ambiguïté, il y a des choix politiques après à faire au sein des différents partis. Ce que j'attends, c'est aussi de la responsabilité de la part des partis politiques eux-mêmes. On ne peut pas avoir la gauche qui nous dit « si vous nommez quelqu'un de gauche, on le censure », et on ne peut pas non plus avoir Laurent Wauquiez qui dit « si vous nommez quelqu'un de droite, on le censure ». C'est quand même pas cohérent. Est-ce que nous sommes en ce moment dans une logique de double front républicain? C'est-à-dire, au moment du vote, tout sauf le RN, et une fois que l'Assemblée est composée, il y a cette idée tout sauf un gouvernement du NFP. Donc finalement, l'espace à partir duquel construire un gouvernement est assez limité. L'espace, c'est aussi ce que nous, on choisit, les lignes rouges qu'on fixe. De manière évidente, les Français ont écarté le fait que le Rassemblement national puisse gouverner. Donc la question ne se pose pas de savoir si aujourd'hui le Rassemblement national, l'extrême droite, pourrait gouverner. Et ensuite, nous, on a posé une ligne rouge très claire, on n'a pas été les seuls à le faire. Il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui ont dit s'il y a la moindre participation d'un ministre, même d'un sous-secrétaire d'État LFI, il y aura une censure immédiate. Donc à partir de là, le président de la République, il en a tiré les conséquences de ces consultations en disant attendez, si déjà par principe j'ai 350 députés qui disent on censurera, on ne peut pas prendre le risque de nommer quelqu'un qui soit mettrait au sein du gouvernement des membres de la France insoumise, soit
appliquerait le projet de la France insoumise. Et en plus, au sein même du camp présidentiel, il y a 2 camps, si j'ai compris. Il y a le camp Borne et le camp Attal. Vous êtes duquel ? Oh là là, ça n'a rien à voir. Il y a des questions. Si, parce que vous allez continuer à faire de la politique et sans doute dans un camp, celui qu'on appelle encore le camp présidentiel, qui lui-même est divisé. Donc non, je vous demande c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il y a peut-être une question qui se posera sur l'avenir du parti politique et le parti politique Renaissance. Chaque chose en son temps. Je crois que l'urgence aujourd'hui pour notre pays, encore une fois, c'est de garantir de la stabilité politique, institutionnelle, économique, et d'agir sur les priorités qui nous ont été rappelées par les Français le 7 juillet dernier. La question de Pierre, elle est légitime parce que vous étiez lundi 22 juillet à la réunion secrète autour de Gérald Darmanin pour trouver un ou une candidate face à Gabriel Attal pour le parti présidentiel. Vous avez finalement décidé de pousser Elisabeth Borne à être candidate face à Gabriel Attal. Même le parti présidentiel est donc divisé et vous êtes donc dans le camp Borne. Non, mais attendez, il n'y a pas de division. Nous, la grande différence avec d'autres partis politiques, c'est qu'on a des élections. On a des élections, vous voyez, il n'y a pas l'onction divine qui ferait qu'un tel ou une telle serait par principe président du parti. Ça existe dans d'autres formations politiques. Ce n'est pas le cas. Nous, on aura une élection avant la fin de l'année. Et moi, j'ai eu la chance de servir et d'être d'abord ministre avec Elisabeth Borne. Et c'est vrai que nous sommes proches parce que c'est quelqu'un, je trouve, qui a cette qualité de femme d'État et dont on a besoin et qui a dit tout de suite qu'elle souhaitait... Écoutez, je crois qu'elle a mené des réformes qui ne seraient pas forcément classées à gauche. Je ne sais pas cette classification. Plus que Gabriel Attal. En tout cas, elle a porté la réforme des retraites. Elle a porté avec Gérald Darmanin la réforme de l'immigration. Donc elle a plus de crédit que Gabriel Attal. Non, mais la question, elle ne se pose pas comme ça. Gabriel Attal, il est président de groupe. Moi, je suis ravie que ce soit le président de groupe parce que je crois que le fait d'avoir justement un ancien Premier ministre, enfin actuel et ancien Premier ministre, c'est un peu compliqué, président de groupe parlementaire et peut-être une ancienne Première ministre qui soit présidente de parti, je crois que ça démontrerait quand même la crédibilité que nous avons. Aurore Berger est l'invitée du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews en partenariat avec Les Échos. Aurore Berger, l'absence de gouvernement, de Premier ministre et surtout, devrait-on dire peut-être de ministre des Finances, inquiète bien au-delà du casting, des noms avancés, de la droite ou de la gauche, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'international, vis-à-vis de la guerre en Ukraine et donc de la Russie de Vladimir Poutine. Nicolas Sarkozy le dit, il ne faut pas trop tarder avant de tomber dans une crise qui pourrait devenir encore plus grave. A-t-il raison ? Il a raison qu'on aura sans doute le budget le plus compliqué à construire. On a demandé des économies budgétaires à l'ensemble des ministres, ce qui n'est jamais le plus simple. Moi, je l'ai vécu aussi en tant que membre du gouvernement. Et forcément, quand on vous demande des économies, le premier réflexe n'est pas de dire merci. Mais c'est une nécessité parce qu'on voit bien évidemment l'enjeu qui est le nôtre sur la dépense publique, une forme d'addiction à la dépense publique dont on a du mal à sortir et il va falloir en sortir. À la fois sur les enjeux d'efficacité de la dépense publique et de baisse de cette dépense publique. Donc, tous les ministères, y compris les ministères régaliens, la santé, la défense, etc. Ce sont justement les arbitrages qui devront être rendus. On a fait sur les grands ministères régaliens ce qu'on appelle des lois de programmation. Les lois de programmation qui donnent de la visibilité, notamment sur la question de la sécurité intérieure, la question des gendarmeries, des brigades de gendarmerie supplémentaires pour garantir la présence aussi des forces de l'ordre dans l'ensemble des territoires. Vous le savez, la loi de programmation militaire aussi, parce que ce sont des investissements qui prennent énormément de temps et on a besoin de donner cette visibilité à nos forces armées. Donc c'est protégé, évidemment, grâce à ces lois de programmation. Après, oui, on aura des choix difficiles à faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une responsabilité du chef de l'État ? Parce que vous le disiez très justement, hein, on est très observé par les investisseurs internationaux. On est placé en procédure de déficit excessif depuis le mois de juillet. On doit, d'ici le 20 septembre, expliquer à la Commission européenne ce qu'on compte faire pour retrouver des comptes plus raisonnables, pour rentrer un peu, revenir dans les rails. Le fait d'attendre, vous disiez, il faut faire comme les Allemands, il faut faire comme... Enfin, on n'a pas le temps. Le 20 septembre, c'est demain. Si on attend 2, 3, 4 mois pour former un gouvernement, on risque d'avoir des taux d'intérêt qui montent. C'est déjà le cas. 70 points de base d'écart avec le taux d'intérêt allemand. Ça veut dire des crédits plus chers, des crédits immobiliers plus chers, des crédits pour les entreprises, pour investir plus cher. Est-ce qu'on ne met pas en danger le pays ? On mettrait en danger le pays en acceptant n'importe qui comme Premier ministre et en acceptant n'importe quel gouvernement et n'importe quelle politique économique. Et c'est la raison pour laquelle le programme du NFP, c'était la question que vous posiez au-delà de la présence des LFI, est-ce que le programme du NFP, s'il était appliqué, tout leur programme, ferait courir ou non un risque au pays ? Oui, ça ferait courir un risque économique au pays. Et d'ailleurs, vous savez bien qu'après les élections législatives, quel a été le premier réflexe des acteurs économiques dans notre pays ? C'est de mettre sur pause. Bien sûr. C'est de ne pas prendre de risques en se disant si jamais c'est tel gouvernement qui devait être nommé, qui devait prendre les rênes du pays,
eh bien, on a une véritable inquiétude à la fois sur les enjeux de taxation de nos entreprises, la question des salaires. Et encore une fois, je pense que la question des salaires, elle est primordiale, mais qu'elle ne se résume pas à la question du SMIC. On est passé de 2 millions à 3 millions de Français aujourd'hui qui sont au niveau du SMIC. Et on voit bien que ça n'a pas permis d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Donc ça, c'est une vraie question sociale qu'on aura à trancher, mais qui ne doit pas se faire au détriment de l'emploi et au détriment de l'attractivité. Je me permets de faire le lien de politique et économie. Plusieurs disent, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, qu'une prochaine dissolution est quasiment inévitable dans un an, dans un peu moins d'1 an. Est-ce qu'un gouvernement, qui est promis un destin assez bref, peut engager les réformes nécessaires ou ce ne sera pas simplement un gouvernement de gestion des affaires courantes, quel que soit le Premier ministre? Moi, je ne suis pas certaine qu'il y ait une nouvelle dissolution. Ça, c'est le président de la République qui, de manière souveraine, en décidera. Moi, je crois surtout qu'il faudrait éviter qu'il y ait une nouvelle dissolution. Je ne suis pas certaine qu'une nouvelle... Vous la croyez probable ? Je suis pas devin. Je pense juste qu'une nouvelle dissolution ne permettrait peut-être pas de garantir plus de clarté ou plus de clarification. On a eu cette dissolution que le président de la République a décidée. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas être sourd aux résultats des élections européennes. Et donc, il a demandé aux Français de trancher, d'arbitrer. Et on voit bien qu'en fait, l'arbitrage qui a été fait par les Français nous place dans une situation inédite et extrêmement difficile. Est-ce que ce serait une situation moins difficile dans une nouvelle dissolution? Je ne crois pas. Je pense par contre que si en tant que député, individuellement, on est tous obsédés par l'idée qu'il y ait une nouvelle dissolution dans 1 an, alors oui, là c'est certain, on est condamné à l'inaction. Parce que personne n'a intérêt à s'entendre avec le camp adverse. Personne n'a intérêt à prendre des mesures qui sont difficiles si on est obsédé par le simple fait que dans 10 mois ou 11 mois, on reparte en campagne dans nos circonscriptions. Donc je pense qu'il faut qu'on se débarrasse de ça, qu'on se dise qu'on est là normalement. On va se dire pour normalement un mandat de 5 ans, mais il y a une élection présidentielle dans 3 ans. Donc, espérons être là pour les 3 prochaines années avec cette configuration-là. Et on doit travailler, encore une fois, sur les priorités des Français. Et dans ces priorités, on ne peut pas oublier la question budgétaire et la question de notre dette et de nos défis. Christophe Jacquemusine. Et Aurore Bergé, vous l'avez dit, la question du pouvoir d'achat. Il y a une proposition du MEDEF ces jours derniers sur l'allègement des charges pour justement les salariés au SMIC. Vous l'avez redit, ils sont 3 millions. L'allègement des cotisations sociales qui reste à peu près encore de 350 € pour un SMIC. L'idée, c'est de supprimer ces cotisations et en échange, parce qu'on ne va pas creuser la dette et les déficits, en échange, le retour de la fameuse TVA sociale. Par exemple, 1 point de TVA permettrait de financer l'allègement des charges sur le SMIC. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Le problème de la TVA, c'est qu'elle ne vous permet pas de résoudre la question du pouvoir d'achat des Français. Au contraire, elle a un impact direct sur la question du pouvoir d'achat des Français. Mais moins fort que 350 € de plus pour un salarié au SMIC. Oui, mais moi je pense que le problème, c'est qu'on a aujourd'hui trop de Français qui sont au SMIC. Sans compter qu'on a aujourd'hui un certain nombre de branches professionnelles où ils ont beaucoup d'échelons qui sont encore bloqués sous le SMIC. C'est un peu toute l'ambiguïté de la situation. Personne n'est payé sous le SMIC, mais on a des Français qui sont dans des échelons très très bas et qui doivent parfois espérer attendre 5 échelons, 10 échelons avant d'arriver à ce niveau-là. Et c'est ça qui est insupportable. C'est qu'on a des Français qui se disent, en fait, à quoi ça sert de bosser si, au mieux, dans 10 ans, j'ai la même situation économique. Donc c'est ça qu'on doit réussir à résoudre. C'est pour ça qu'on doit avoir, je pense, une vraie conférence sociale avec l'ensemble des partenaires sociaux, patronaux et salariés, le futur gouvernement, associer l'Assemblée à ça, de manière à ce qu'on parle non pas juste du SMIC, sur lequel on polarise toutes les discussions aujourd'hui, mais vraiment de la question des salaires, de la progression, évidemment, des salaires. Mais ça, c'est une question à long terme. C'est-à-dire que je me souviens encore de Mme Toraval, la maire de Romance, à chaque fois qu'il y a un problème, on nous propose un Grenelle. Là, vous proposez une grande conférence sociale. Les Français n'ont pas le temps. Ils ont attendu un gouvernement pendant 2 mois. Ils ne l'ont toujours pas. Non, mais une conférence sociale, ça peut aller, heureusement, très vite. Le MEDEF a dit effectivement qu'il y aurait une pause en attendant. Ça veut dire une pause dans les embauches, ça veut dire une pause dans le renouvellement des emplois, ça veut dire une pause dans peut-être les carrières au sein même d'une entreprise. On n'a pas le temps aujourd'hui de faire une conférence sociale. Il faut avancer. Non, mais c'est évident que quand vous avez de l'incertitude, les acteurs économiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, la première réaction, c'est de mettre sur pause. Ça n'est pas d'avoir de nouveaux investissements, par exemple, dans notre pays, ou de nouveaux investissements dans leurs propres entreprises, ou de nouvelles embauches. C'est évidemment légitime. C'est le sérieux des acteurs économiques, évidemment, de le faire. En revanche, à partir du moment où un nouveau gouvernement serait formé, et je l'espère le plus rapidement possible, et c'est à ça que tout le monde travaille et œuvre, eh bien, je pense qu'il faut immédiatement cette conférence sociale, parce qu'on doit poser la question des salaires. Quand les Français parlent du pouvoir d'achat, il y a 2 sujets dans le pouvoir d'achat. Il
il y a les dépenses contraintes, notamment la question du logement, ce qui pèse sur vos dépenses. Et il y a la question du salaire, du revenu. Et aujourd'hui, on voit bien que le salaire n'augmente pas suffisamment. Et donc c'est ça, évidemment, la question principale sociale qu'on doit avoir, qui est, à mon avis, bien plus importante pour des millions de Français que la question du SMIC. Personne n'a envie d'être au SMIC dans sa vie. Le SMIC doit être un point de départ, ne doit pas être un point d'arrivée qui fait que pendant 5 ans, pendant 10 ans, vous êtes bloqué à ce seuil-là. Vous avez le droit à une progression dans vos carrières. Et donc c'est ça qu'on doit pouvoir garantir. Et ça ne se fait que dans la confiance avec les acteurs économiques, que dans la confiance avec les partenaires sociaux. Et c'est pour ça qu'il faut engager ce travail, je pense, très rapidement. Mathieu Bocoté. Mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage immense entre, d'un côté, un gouvernement qui, à cause de la composition même de l'Assemblée, sera limité dans ses possibilités d'action, quelle que soit son orientation, et de l'autre côté, l'ampleur des défis que vous reconnaissez, que d'autres identifient pour la France. Donc, d'un côté, des défis immenses qui exigeraient un gouvernement capable d'action forte, résolue, et de l'autre côté, un gouvernement paralysé. De ce point de vue, est-ce que la crise n'est pas appelée à durer? C'est vrai qu'on a cette ambiguïté et ce risque, mais ça va être le rôle aussi à la fois du gouvernement, c'est-à-dire quelle est la méthode d'action qu'il va mettre en place, comment il associe le Parlement, comment il associe les partenaires sociaux, les partenaires et les acteurs économiques et institutionnels de ce pays, et la responsabilité des parlementaires. Si chacun est figé dans son couloir, si la seule obsession des députés est de dire quand est-ce que je peux appuyer sur le bouton pour censurer le gouvernement, c'est sûr que personne n'avancera. Et à la fin, qui sera comptable? Nous tous. Mais est-ce qu'il n'y a pas de différence insurmontable des diagnostics entre ce que dit la gauche, entre ce que dit le RN, entre ce que dit le Bloc central ou la droite classique? J'ai l'impression que la lecture même du pays n'est pas du tout la même. C'est sûr que la lecture est le différente. désaccord n'est pas sur les objectifs, il est même sur la lecture du réel. Je pense que la lecture du réel, en effet, elle est extrêmement différente. Après, quand moi je vois ce que j'ai entendu dans ma propre campagne et ce que j'ai entendu de retour des députés, quels qu'ils soient, quel que soit leur territoire, il y a quand même des points de convergence, encore une fois. La question dite du pouvoir d'achat, qui est pour moi d'abord la question des salaires qui doit être posée. La question régalienne, je pense qu'on va en reparler parce que malheureusement, on a vu ces derniers jours des drames dans notre pays. On ne peut pas, à un moment, se cacher les yeux et avoir des ornières sur des enjeux essentiels, notamment sur la réponse pénale qui doit pouvoir y être apportée. Donc, encore une fois, un gouvernement qui ne dirait que taxation et abrogation, forcément, est condamné à l'échec. Et de la même manière, des députés qui seraient uniquement obsédés soit par leur future réélection, si nouvelle dissolution, soit par l'idée de censurer le gouvernement, condamnerait le gouvernement à l'échec. Donc ça va être ce pas de deux totalement nouveau qu'il va falloir inventer. Aurore Bergé, on va se retrouver dans un instant et effectivement parler du régulien, de la justice. La phrase de la semaine, c'est peut-être celle de la veuve de l'adjudant Comines qui a dit « 1981 n'aurait pas dû exister ». On va vous demander ce que vous y avez compris dans cette phrase. Et puis, cette petite fille qui a été renversée par un motard faisant un rodéo urbain à Vallauris. Aujourd'hui, le papa met en ligne cette image sur les réseaux sociaux avec les images de sa petite fille qui, il l'a dit, sans doute ne reviendrait pas parmi nous. Merci la justice française. À partir de demain, les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit, ils savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route, tuer, aucun respect pour notre fille, ni pour nous-mêmes. Vous allez réagir dans un instant sur CNews et sur Europe. Invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos ce matin, Aurore Bergé, ministre démissionnaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Deux drames terribles la semaine qui vient de s'écouler. D'abord celle de la mort de l'adjudant Comines en début de semaine lors d'un contrôle routier, un chauffard qui a fait un des 25 000 refus d'obtempérer répertoriés chaque année. Et puis question, Aurore Bergé, qu'est-ce qu'on fait contre des chauffards comme ce jeune à moto qui a fauché la petite fille à Vallauris? On a vu et entendu la déclaration du papa ce matin sur les réseaux sociaux et qui, je le précise, reste libre, même s'il est sous contrôle judiciaire. Alors le parquet a fait appel immédiatement de cette décision. Je pense que c'est très important de le dire en demandant à ce qu'il ne soit pas uniquement sous contrôle judiciaire, mais qu'il puisse avoir... En attendant, la première décision, c'est qu'il reste libre. Non, mais le parquet, ça veut dire, voilà, il y a l'action de l'État immédiate pour dire on souhaite faire appel de cette décision et je crois que c'est très important aussi de rappeler cela. C'est des drames qui sont absolument épouvantables et je pense qu'on a tous été extrêmement émus par la déclaration
de la veuve de l'adjudant qui s'est exprimée. Qui c'est d'abord un cri de douleur d'une femme qui vient de perdre son mari, qui vient de perdre le père de ses enfants. C'est d'abord cette expression-là. Ça pose ensuite la question sur qu'est-ce qui aurait pu être fait ou qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a une chose fondamentale qui a changé au regard du parcours de celui qui a commis cet acte, c'est qu'il était entré en France de manière légale, il était entré en France quand il avait 7 ans. Aujourd'hui, parce qu'on a changé la loi, cette fameuse loi immigration que certains voudraient abroger, eh bien, ça veut dire que cette personne pourrait être expulsable. C'est-à-dire avant cet acte odieux et ce refus d'obtempérer, il y avait un certain nombre, on va dire, de petits délits. Ces petits délits, avant la loi immigration, ne permettaient pas de l'expulser parce qu'il était entré en France avant ses 13 ans. Après la loi immigration, le fait qu'il ait commis ces délits et que ces délits aient fait l'objet de condamnation, permet de l'expulser. Donc ça veut dire que la loi, elle est utile et qu'elle était nécessaire à changer. Elle est utile si elle est appliquée. Là, en l'occurrence, elle n'a pas été appliquée. Tout simplement parce qu'elle est entrée en vigueur, vous voyez bien, après que ces délits aient été commis. Donc à partir de maintenant, et c'est un message très clair à envoyer à celles et ceux qui sont entrés dans notre pays, y compris avant l'âge de leurs 13 ans, il n'y a plus ces mesures dites de protection qui existaient. Ce qui compte, c'est les actes que vous commettez dans notre pays. Et si vous commettez ces actes-là, si vous commettez ces délits, alors vous n'avez pas vocation à rester et vous pouvez être expulsable. Et je crois que ça, c'est un message de clarté et un message de fermeté, évidemment, qui doit être impérativement rappelé. Et puis après, sur la question des refus d'obtempérer, c'est un fait de société. À partir du moment où il y a ce volume d'actes, malheureusement, qui existent dans notre pays. Et 5 000 qui touchent des personnes. Et donc la nécessité, encore une fois, de les appréhender comme tels. On voit une espèce de défi que certains se lancent sur les réseaux sociaux pour aller provoquer des forces de l'ordre, pour mettre en danger les forces de l'ordre et parfois d'ailleurs d'autres vies, parce que quand les forces de l'ordre interviennent, c'est d'abord pour protéger. Et contre cela, c'est tolérance zéro ? Mais évidemment que c'est tolérance zéro. Oui, évidemment que ça doit être à tolérance zéro. Moi, j'entends évidemment ce que dit cette dame et elle dit d'abord que fait le législateur. Mais en réalité, le législateur, il a agi. Les règles, elles sont claires. La loi a été changée. Les peines encourues sont extrêmement claires. Maintenant, il faut que ces peines s'appliquent, soit appliquées, soit mises en œuvre. Mathieu Bocoté. Nous reviendrons dans un instant sur la déclaration tout à fait forte de la veuve de l'adjudant Comines, mais juste avant, vous avez utilisé un terme qui me semble important et qui fait polémique. Vous dites « fait de société ». Pourtant, si j'écoute, si je lis ici et là, des politiques, des médiatiques, ils s'entêtent à présenter de tels événements comme des faits divers. Le mot fait divers qui sert quelquefois presque à les banaliser, à dire ça n'a pas de portée politique, ça n'a pas de signification collective. Est-ce qu'on abuse du terme fait divers pour présenter de tels événements? Il y aura toujours des drames. Celui qui vient sur votre plateau en disant « grâce à moi, tous les drames seront évités » ment. Bien sûr, évidemment. En revanche, la manière de présenter les choses, évidemment, elle a ensuite un impact sur le réel, elle a un impact ensuite sur nos décisions politiques. À partir du moment où vous avez des milliers d'actes qui sont commis, à partir du moment où vous voyez les mêmes faits se répéter, le même déroulement des faits, la même manière de provoquer les choses, et ensuite d'ailleurs les réactions politiques qui sont souvent les mêmes, des différents côtés, oui, je crois que ça veut dire que c'est un fait de société et qu'on doit le traiter à la racine. Ça pose la question de la violence des jeunes dans notre société. Ça pose la question du soutien aux parents et de la responsabilisation des parents. Moi, je me souviens, ça devait être d'ailleurs sur votre plateau quand j'avais parlé de parents défaillants, à quel point j'avais été critiquée. Je l'assume. On a des parents qui parfois aujourd'hui démissionnent, abandonnent leur rôle de parents, qui est aussi un rôle de mettre en sécurité leurs enfants, de protéger leurs enfants, d'éduquer, d'accompagner. On doit avoir cette responsabilité-là, évidemment, ou accompagner ceux qui ont ça veut dire plus de les difficultés. punir s'ils ne le font pas. Mais oui, d'ailleurs, c'est ce que dit la loi. Et je crois qu'encore une fois, il faut aussi que tous les hommes et toutes les femmes politiques tiennent ce discours et aient cette clarté-là. C'est-à-dire qu'avoir ce discours permanent d'excuses démontre à un moment une faiblesse de la société. Et cette faiblesse de la société, elle peut être appréhendée par un certain nombre de ceux qui commettent ces délits comme une autorisation à les commettre. Donc, il faut de la clarté. Et je crois que du point de vue du législateur, il y a cette clarté. Il faut que ce le soit encore plus du point de vue de la justice. Oui, il y a la théorie, il y a la pratique. Et Pierre évoquait effectivement la réaction qu'on peut comprendre de la veuve de l'adjudant Comines sur cette phrase « 1981 n'aurait pas dû exister ». Qu'est-ce que vous avez compris, vous? Honnêtement, je ne sais pas. Et puis, je ne suis pas là pour faire l'interprétation de ces propos. Moi, je crois qu'il faut... Ce que beaucoup ont compris, c'est l'abrogation de la peine de mort.
Je ne sais pas, parce qu'elle n'a pas dit les choses clairement, donc moi je ne veux pas interpréter ou mal interpréter ce qu'elle a dit. C'est un cri de douleur, encore une fois, une femme qui a perdu son mari, le père de ses enfants. Ça mérite beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Mais Et après, on peut avoir des désaccords politiques, c'est 1981, c'est un marqueur. C'est-à-dire, il y a effectivement cette date qui est dans l'histoire contemporaine de la France, qui est l'abrogation de la peine de mort. Et puis, c'est aussi l'installation d'une justice, on va dire, différente. Certains disent ça a été le début du laxisme dans la justice, les syndicats de magistrature divers et variés. Ensuite, il y a eu toute une série de dogmes, de doxa qui disaient la prison, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Aujourd'hui, on parle, du retour peut-être des peines courtes. Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait mis en place les peines planchées, qui ensuite ont été immédiatement changées, ou en tout cas enlevées sous le quinquennat Hollande. Est-ce que ce qu'elle ne veut pas dire, Madame Comines, c'est en 1981, on a arrêté un système judiciaire qui fonctionnait bien. Ça, en réalité, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire, donc c'est à elle de s'exprimer. Moi, je ne suis pas là pour faire l'interprétation. Mais elle lance un message, vous n'y êtes pas insensible, Aurore Berger. Elle lance un message très clair, évidemment, de lutte contre toute forme de laxisme, nécessité de clarté de la loi et de clarté dans son application. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est est-ce que la loi est suffisamment claire ? Est-ce qu'elle est suffisamment potentiellement sévère? Je crois qu'elle l'est, et nous n'avons eu de cesse, nous en tout cas depuis 7 ans, de renforcer à la fois les moyens de la justice, parce que la justice, elle avait quand même été désossée pendant des années. Donc quand on veut avoir une justice plus rapide, quand on parle de célérité de la justice, encore faut-il que la justice en ait les moyens. On l'a fait avec une loi de programmation justement sur la justice qui préserve ses moyens et surtout qui les augmente comme jamais ça n'avait été le cas. Et vous avez l'exemple aujourd'hui avec ce jeune Amoto. Effectivement, le parquet fait appel, mais la première décision, Aurore Berger, c'est mais je la regrette. Il est... je la regrette, et c'est pour ça que je souligne l'action immédiate du parquet, puisque le parquet a dit immédiatement faire appel de cette décision. Et j'espère évidemment que cette décision pourra être revue. Est-ce qu'il y a un laxisme, non pas politique, vous dites qu'il n'y en a pas, que les lois ont changé, est-ce qu'il y a un laxisme judiciaire ? En tout cas, je crois qu'il y a un peu ce sentiment latent dans la société et de la part des Français qu'il n'y a pas une sévérité suffisante. Et là, la difficulté, c'est qu'on a à la fois des chiffres qui nous disent l'inverse. C'est vrai, quand on regarde le quantum de peine, les peines qui sont prononcées, on voit plutôt qu'on a des peines qui augmentent année après année, notamment sur des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, sur la lutte contre les violences faites aux enfants et la lutte contre les violences faites aux femmes. Et tant mieux, ça veut dire que quand la société dans son ensemble s'est saisie d'enjeux de société, alors peut-être que du coup, il y a une pression collective qui est mise pour que les choses changent, que les choses avancent. Et on le voit sur d'autres faits de société, on n'est vraisemblablement pas au niveau sur la réponse judiciaire qui est apportée et qui semble aujourd'hui donc les peines planchées, pour les Français. Le retour des peines planchées, c'est une bonne idée. Les peines planchées, on pourra en débattre de toute façon à l'Assemblée nationale. Vous êtes pour ou contre ? Mais ça dépend de la mise en application. Ça dépend de rien du tout, votre avis, vous. Mais non, parce qu'il y a des peines planchées qui avaient été mises en place dans certains cas. Donc pourquoi certains cas permettraient que des peines planchées existent, d'autres non. Certains disent qu'il faut des peines planchées uniquement quand, par exemple, ce sont des forces de l'ordre qui subissent des drames. Est-ce que ça doit être que les forces de l'ordre ? Ou est-ce qu'à la fin, quand quelqu'un, malheureusement, voit sa vie être fauchée, est-ce qu'on doit faire la différence en fonction de l'état de la personne ? Bref. Donc c'est un débat qui est un petit peu plus complexe que cela. Moi, j'ai pas du tout de tabou à appréhender ce débat et à ce qu'on ait ce débat à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose d'efficace, qui réponde à cette préoccupation majeure des Français. On porte toujours attention, avec raison, au vocabulaire. Vous connaissez, pendant des années, on disait le sentiment d'insécurité. Pour relativiser la chose, vous avez utilisé un terme étonnant, vous avez parlé d'un sentiment de laxisme. Est-ce qu'il y a laxisme judiciaire ou il y a sentiment de laxisme dans la population? Mais en fait, ce qui est difficile, c'est déjà quel type de décision de justice vous regardez, sur quel type d'affaires. Et encore une fois, quand on regarde le quantum des peines, c'est-à-dire le nombre d'années, par exemple, de prison, est-ce que c'est de la prison ferme ou de la prison avec sursis, on voit qu'année après année, les peines augmentent. Donc on n'a pas statistiquement, j'allais dire, de mesures qui nous diraient oui, on baisse le volume de peine, on condamne moins, etc. En revanche, on voit que sur des affaires qui sont très symboliques pour les Français et qui parlent, j'allais dire, à nos tripes, notamment là, les 2 cas gravissimes qu'on vient de voir, eh bien, systématiquement, on a le même type de sujets qui reviennent. Ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions sur l'application de la loi pénale. Ça pose des questions sur la remise ou non en liberté. Ça pose la question sur l'exécution jusqu'au bout de la peine telle qu'elle a été prononcée. Ça pose la question du délai dans lequel la peine est prononcée aussi. Ce qu'on a fait notamment sur la justice des mineurs pour arrêter d'avoir des sanctions qui interviennent une fois que la personne appréhendée mineure est devenue majeure parce que ça n'aurait plus de sens. Bref, donc c'est tout ça qu'il faut réussir à appréhender. Aurore Berger, ce matin, cette nouvelle terrible à Gaza, 6 corps d'otages
détenus par le Hamas retrouvés. 97 otages sont toujours aux mains du mouvement terroriste. Et en France, l'antisémitisme, encore, avec l'incendie de la synagogue de la Grande Motte. Vous êtes particulièrement impliqué dans votre mandat avec les assises de lutte contre l'antisémitisme qui ont été lancées le 6 mai dernier. Où en est ce projet et que donne-t-il à date ? Déjà, il ne faut jamais oublier que le point de départ de la situation aujourd'hui à Gaza, c'est d'abord les attentats terroristes commis par le Hamas le 7 octobre dernier. Et ne jamais oublier qu'on a des otages qui sont encore retenus. Et malheureusement, ce drame, puisque nous avons appris que 6 d'entre eux avaient été assassinés. Et je crois qu'il faut systématiquement rappeler ce point de départ parce qu'en fait, le vrai point de déblocage de la situation humanitaire terrible à Gaza, c'est d'abord la libération des otages. Et beaucoup, malheureusement, aimeraient oublier cet enchaînement de responsabilités. Donc c'est un appel que vous lancez encore ce matin Évidemment. Sur CNews et Europe 1. Et à l'appel à la responsabilité des uns et des autres. Ensuite, ce qui est terrible, c'est les conséquences que ça a eu dans notre pays. Malheureusement, d'ailleurs, pas que dans notre pays, dans beaucoup de grandes démocraties. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir immédiatement un mouvement qui aurait dû être un mouvement d'empathie au regard d'actes terroristes insupportables, on a eu un mouvement de regain d'antisémitisme dans notre pays. Ce qui est très important, c'est que vous le savez, l'État a toujours été, d'ailleurs, que ce soit ce gouvernement, ce président de la République ou les précédents, implacable sur la lutte contre l'antisémitisme. Et ça nous distingue de beaucoup d'autres pays. Je crois que c'est très important de le rappeler. On marque une pause, Aurore Berger, et juste après, justement, vous nous direz quelles sont les pistes pour lutter encore mieux contre l'antisémitisme en France. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Aurore Berger. Ce matin, on a entendu à l'instant votre appel à la libération des 97 otages restants aux mains du Hamas. On a évoqué l'antisémitisme en France avec encore récemment cet incendie abject de la synagogue de la Grande Motte. Vous avez lancé ces assises contre l'antisémitisme en France le 6 mai dernier, avant l'épisode politique qu'on a connu. Néanmoins, il y a des pistes qui se sont dessinées. Des pistes notamment sur la question de l'école, sur la question de l'université, c'est-à-dire de la formation aussi de nos enfants, de leur éveil critique, de la compréhension qu'ils ont de ces enjeux, de ces sujets. Il y a eu un témoignage qui m'a bouleversée, moi, pendant ces assises, qui était le témoignage d'une petite fille qui expliquait qu'elle allait en classe verte, en classe de découverte, et qu'un autre enfant a refusé de partager sa chambre parce qu'elle était juive. Mais on n'est pas antisémite naturellement à 7 ans ou à 8 ans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a construit. Est-ce que c'est dans votre famille ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez bien que ça veut dire que c'est dès le plus jeune âge qu'on doit le faire. Donc on revoit la formation des enseignants pour ne pas les laisser seuls aussi en première ligne face à ces questions qu'ils ne savent pas forcément appréhender. Donc on revoit la formation des enseignants sur l'ensemble de ce que veut dire aussi l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme a des formes, vous le voyez, qui sont nouvelles aussi sur la question notamment de l'antisionisme, qui n'est pas la question du soutien à la politique du gouvernement israélien, mais la question de l'appel à la destruction de l'État israélien, sur l'accès pour les enseignants justement à des partenaires extrêmement importants, le mémorial de la Shoah par exemple, Maison d'Isieux, qui sont des lieux de mémoire qui savent appréhender ces questions, et la question de l'université aussi, parce que c'est jamais trop tard pour agir, pour bien faire, pour penser ces enjeux et surtout pour évidemment être implacable sur la question de l'antisémitisme. Mathieu Bocoté. Mais pour lutter adéquatement contre l'antisémitisme, ne faut-il pas faire le bon diagnostic ? C'est-à-dire peut-être qu'en France, on connaît moins aujourd'hui une renaissance de l'antisémitisme tel qu'on l'a connu dans l'histoire de ce pays qu'un antisémitisme d'importation lié à l'islamisme. Si on nomme l'antisémitisme sans nommer l'islamisme, est-ce qu'on ne se contente pas d'un diagnostic très incomplet ? Je crois qu'évidemment, il faut le dire. Et malheureusement, ce qui s'est passé à la synagogue de la Grande Motte dit cela. C'est-à-dire qu'on a un acte criminel perpétré par quelqu'un qui dit clairement faire le lien entre juifs et la situation à Gaza et qui porte d'ailleurs un drapeau palestinien au moment de cet acte absolument intolérable. Donc ce n'est pas moi qui fais le lien. Ce sont ceux qui commettent des actes criminels ou délictuels qui le font eux-mêmes. Et donc ça veut dire évidemment qu'il faut poser ce diagnostic et qu'il faut être d'une clarté absolue sur ces enjeux à la fois de lutte contre l'islamisme et les répercussions qu'elles peuvent avoir dans notre pays, notamment de regain d'antisémitisme, de communautarisme aussi, qui peut se déployer dans un certain nombre de nos quartiers, les deux étant souvent intimement liés. Vous voyez bien qu'à partir du moment où l'islamisme prend le pas, il y a des regains de communautarisme, de fragmentation de la société qui peuvent exister, c'est-à-dire de communautés qui sont mises les unes en face des autres. C'est ça, évidemment, le risque que la République, sans pour que autant la beaucoup nation de
va pouvoir affronter. Christophe Jacobizzi. Oui, vous êtes toujours donc ministre démissionnaire, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et comment ne pas dire un mot de la situation des femmes afghanes avec cette loi qui a été promulguée le 22 août, qui, je cite, pour promouvoir la vertu et prévenir le vice, comporte un certain nombre d'interdictions, notamment pour les femmes, l'interdiction de chanter ou de lire de la poésie en public. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour ces femmes afghanes, à part évidemment dénoncer cette situation, les accueillir? Quelle est votre position? J'entendais certaines de ces femmes qui courageusement, même cachées derrière leur burqa, continuaient à se filmer en train de chanter. Je crois que c'est extrêmement fort et émouvant, et se dire qu'on en vient à imaginer des lois dans lesquelles on pense qu'il faut interdire aux femmes de se faire entendre le son de leur voix dans l'espace public. On voit ce que veut dire l'islamisme au pouvoir. C'est pas un gadget, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est tous les pans de la vie en société, tous les pans de la vie sociale, de l'accès à l'éducation de nos enfants, puisque ce sont les petites filles qui n'ont plus accès à partir d'un certain âge à l'éducation aujourd'hui en Afghanistan. Donc oui, il faut continuer à parler de cette situation, continuer à la dénoncer dans l'ensemble des organisations internationales aussi, pouvoir le faire, accueillir, si besoin, évidemment, si certaines arrivaient à sortir, évidemment, de ce pays. Mais surtout, elles ont encore un pouvoir de coercition, ces grandes organisations internationales, comme vous le dites. Je pense évidemment à l'ONU. De la même manière que les talibans veulent faire en sorte que les femmes n'aient plus accès à la parole, le pire des risques, ce serait qu'on ne parle plus de ces femmes, qu'on ne parle plus de la situation en Afghanistan. Finalement, on considère que tout ça n'est pas bien grave, qu'on ait des femmes dans le monde qui n'aient même plus accès à la parole. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un nouveau moyen plutôt que s'en référer à des organisations internationales qui, en l'occurrence, pour les conflits derniers qu'on a connus... Le risque, ce serait qu'elle soit silencieuse. Et en étant silencieuse, évidemment, elle condamne d'autant plus, évidemment, l'avenir de ces femmes. Et ce ne sont pas que des femmes. Encore une fois, ce sont des enfants qui sont dans cette configuration-là. Ça veut dire que c'est des générations et des générations qui n'auront plus accès à rien. Si vous n'avez plus accès à l'éducation, vous n'avez plus aucune possibilité d'avenir ou d'émancipation. Donc c'est évidemment ça qui est en jeu. Et les organisations internationales, et la France est quand même une voix forte au sein de ces organisations, doivent être au cœur de la solution qui doit pouvoir y être apportée. Aurore Bergé, les Paralympiques en ce moment, c'est une nouvelle parenthèse dans l'épisode politique que nous connaissons. 3 médailles d'or, 6 en argent, 8 en bronze. Comment est-ce que vous regardez, comment est-ce que vous vivez ces Paralympiques ces jours-ci? Déjà, il n'y a jamais eu de distinction, nous, entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et ça, je crois que c'est extrêmement important dans le message. Il n'y a pas des sous-Jeux Olympiques que seraient les Jeux Paralympiques. J'ai pas dit ça. Non, mais je sais bien que vous ne l'avez pas dit, mais je crois que c'est très important. C'est-à-dire que c'est la même fête, de la même manière qu'on s'est réjoui, enthousiasmé, parfois même pour des sports qu'on ne connaissait pas au moment des Jeux Olympiques, qu'on a tous été chauvins et qu'on a eu envie de la réussite de la France et de la réussite des athlètes français. Je crois que c'est la même fête et la même ferveur populaire qui existe au moment des Jeux Paralympiques. Les athlètes ont dit qu'ils étaient très émus eux-mêmes parce qu'ils étaient plutôt habitués à être dans des stades où il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Là, ils sont devant des stades qui sont remplis et dans les mêmes lieux. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Ils sont au Grand Palais, ils sont place de la Concorde, ils sont au Château de Versailles parce que ce sont des athlètes à part entière. Et pour avoir eu l'honneur de rencontrer certains d'entre eux, ils ont des parcours de vie qui sont en plus exceptionnels. Donc j'espère que les Français vont continuer à regarder les Jeux, à regarder ces athlètes aussi au lendemain des Jeux Paralympiques. Ça ne s'arrêtera pas au moment de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Même si la parenthèse commence à s'amoindrir et les préoccupations reviennent. Juste une remarque, Aurore Bergé, vous étiez à l'UMP avant de rejoindre Emmanuel Macron. 7 ans plus tard, on voit que la matrice est en panne, c'est-à-dire que la volonté de casser ce clivage entre la gauche et la droite n'a pas fonctionné. Dès la dissolution, certains se demandaient s'il n'y avait pas une volonté, quelque part, une volonté atroce de détruire ce qu'il a construit. On se souvient de Gérard Collomb, qui avait immédiatement claqué la porte parce qu'il n'était pas en phase avec ce que disait le président. Jean-Michel Blanquer, dernièrement, sort un livre où il n'est pas tendre. Il dit que le président de la République n'est pas étranger au coup tordu. Ma question, en fait, c'est comment est-ce que vous, Aurore Bergé, une des premières d'En Marche, une des premières à avoir quitté la droite républicaine pour aller avec Emmanuel Macron dans sa campagne en 2016-2017, comment est-ce que vous allez vivre avec Emmanuel Macron jusqu'en 2027. Le président de la République, il est président jusqu'en 2027. Quoique certains essayent par des manœuvres politiques ou institutionnelles de faire croire. Vous parlez de la destitution au titre de l'article 68 bien sûr, qui n'aboutira pas, et heureusement. Et ils le savent d'ailleurs au moment où ils le proposent. Donc, président de la République, il est pleinement président de la République. La question, c'est que
au lendemain de 2027, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on revient Vous êtes déjà dans l'après-Macron. Non, la question que vous posez, elle est là. C'est-à-dire, moi, je crois à ce qu'on est en train de faire politiquement. Je crois à cet héritage politique, économique. Je crois aux réformes qu'on a réussi à conduire. On disait de nous qu'on allait être en effet une parenthèse, qu'on serait balayé dès 2022. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça n'est pas ce qui s'est passé en 2022. Ça n'est pas non plus ce qui s'est passé là au moment Il n'y a pas une majorité absolue en 2022, il y en a encore moins en 2024. Je sais bien, mais on n'a pas été balayé. On est quand même extrêmement nombreux à être revenus à l'Assemblée nationale dans une configuration politique qui était très difficile. On disait qu'on allait disparaître. On n'a pas disparu. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on est un certain nombre à avoir réussi à nous implanter localement, et notre vrai défi, il est aussi là, les élections municipales demain, les élections locales, parce que c'est aussi comme ça que les partis politiques continuent à avoir une existence, et de démontrer quel est notre héritage politique. Assurer la survie de la Macronie, en quelque sorte. Mais ce n'est pas une question de survie d'un tel ou d'un tel. La question, c'est qu'est-ce qu'on a fait depuis 7 ans ? Moi, je crois à ce qu'on a fait d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'attractivité, du point de vue de l'emploi. Je crois aux réformes structurelles qu'on a réussi à faire. La preuve, c'est que ceux qui veulent revenir au pouvoir sont les premiers à espérer revenir en arrière sur ces réformes parce qu'elles ont eu un impact. Alors, le clivage gauche-droite compte encore pour vous ? Et si oui, êtes-vous encore une femme de droite ? Je crois qu'en fait, les gens, ils ont toujours besoin de nous placer sur une carte. C'est beaucoup plus politique, il y a des clivages. Il y a des clivages en politique. Et c'est sûr qu'ils me placent plus à droite qu'à gauche. Et je ne vais pas les démentir. Mais vous venez de l'UMP. Oui, non, mais bien sûr. Et moi, je ne renie pas du tout le parcours qui a été le mien, évidemment. Ça va mieux en le disant. Vous savez, on est tous venus de quelque part avant de rejoindre Emmanuel Macron. Par principe, par définition, c'est une nouvelle offre politique qu'il a fait naître en 2016-2017. Donc on venait tous d'ailleurs à ce moment-là. Mais moi, j'ai fait le choix d'être à ses côtés, de rester à ses côtés, de rester au sein du Parti Renaissance, parce que je crois justement à cette logique de dépassement politique. C'est évidemment difficile, c'est plus confortable parfois de se mettre dans une case, à gauche ou à droite, mais on voit bien aussi les divisions majeures de ces partis politiques. Regardez tout le vaudeville de cet été qui s'est produit sur la droite, avec Éric Ciotti qui est parti carrément rejoindre l'extrême droite. Qui fait l'UDR. Et qui reforme un nouveau parti politique, et Laurent Wauquiez qui reforme un nouveau parti politique. Regardez les divisions à gauche. Quand vous voyez le score du RN et du NFP lors des législatives, vous ne dites pas que les Français veulent du clivage, ils veulent pouvoir choisir, ils veulent pouvoir avoir une alternance. Je pense qu'ils veulent une forme de radicalité. Et ils veulent de l'alternance, ils veulent peut-être aussi, mais parce que c'est la première fois depuis très longtemps qu'un président de la République a été réélu hors cohabitation. Et donc, mine de rien, ça fait maintenant 7 ans qu'on est dans l'exercice du pouvoir, 7 ans qui ont été émaillés de crises, que ce soit la crise des Gilets jaunes, que ce soit des crises politiques, institutionnelles, la crise du Covid, le retour de la guerre en Ukraine, la situation au Proche-Orient. Donc on a dû gérer en permanence et réussir à faire en sorte de tenir le pays la tête hors de l'eau par rapport à des crises qui étaient quand même des crises majeures. Et on le doit à l'action du président de la République. Donc, et Jean-Michel Blanquer, il a raison d'écrire ce livre. Je ne l'ai pas encore lu. Je le dirai sans doute. Vous avez lu les bonnes feuilles. Vous avez lu les bonnes feuilles. Je pense qu'il me l'adressera. Je ne sais pas. Vous avez lu les bonnes feuilles. Est-ce que c'est une bonne manœuvre de la part de Jean-Michel Blanquer ? Moi, je sais que ça a été un très grand ministre de l'Éducation nationale. Donc moi, je ne dirais pas de mal de Jean-Michel Blanquer parce que je crois que ce qu'il a fait pendant les 5 ans de l'exercice en tant que ministre de l'Éducation nationale, sans doute que vous avez préféré la période Blanquer à la période Pap Ndiaye ? On lui rendra justice parce que le retour de l'autorité à l'école sur la question des fondamentaux, sur la question de la laïcité, je crois qu'on lui doit et heureusement. Merci beaucoup Aurore Bergé d'avoir été avec nous. Très bonne suite de dimanche sur nos 2 antennes.